Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une évasion. Évadons-nous des abrutis qui nous gouvernent, évadons-nous des abrutis qui les élisent et allons grand large, allons en Amazonie. Je voudrais vous parler donner quelques considérations sur la géopolitique ou une géopolitique possible de l'Amazonie. Ce terme de l'Amazonie va revenir de plus en plus durant la présidence du sultan Macron. Il va revenir de plus en plus dans la bouche des membres du G20, dans la bouche des gens de chez Davos, tout ça, toute cette clique, puisque l'Amazonie est réellement un enjeu, pas seulement climatique, hein. Le climat est un cache-sexe, c'est un alibi pour l'ingérence en Amazonie. Mais en Amazonie, il y a d'autres choses qui se jouent au-delà du climat. L'Amazonie est d'abord la prochaine frontière de la pharmacie. C'est-à-dire que la chimie pharmaceutique a atteint ses limites, ou serait en train d'atteindre ses limites, et on va revenir à l'époque, on va dire, des apothicaires. On va revenir aux substances, aux plantes. Et la plupart des plantes de l'Amazonie n'ont pas encore été cartographiées en termes de bienfaits, de bénéfices, de propriétés pharmaceutiques, médicales, on va dire. Il y a un grand intérêt de l'industrie pharmaceutique pour ce qui existe en Amazonie, pour sa biodiversité, pour ses plantes. Le problème de l'Amazonie, qu'elle soit brésilienne, parce qu'il y a une Amazonie au Brésil, une autre en Colombie, en Venezuela, au Pérou, en Bolivie, c'est ça, en Guyane aussi, Suriname. Le problème de ces pays-là, c'est qu'ils n'ont pas le capital humain, les cerveaux, ni les capitaux, l'écosystème financier pour faire cette recherche-là. Ce qui fait qu'ils auront besoin d'aide étrangère, en provenance de la Silicon Valley, en provenance de Sanofi Novartis, en provenance de la Chine, du Japon ou autres. D'ailleurs, les Brésiliens travaillent déjà avec les Japonais, pardon. Le Japon et le Brésil travaillent depuis longtemps sur ce sujet-là. Donc, il y a un besoin, entre guillemets, d'internationaliser l'Amazonie, d'y amener des cerveaux étrangers, des capitaux étrangers. D'un autre côté, il y a une grande tentation chez les mafias qui nous gouvernent de s'emparer de ce trésor-là et de le vendre au compte-gouttes comme nous l'a fait le laboratoire américain là, qui vend les injections expérimentales, nous le vendre à 20 € la pièce, alors que ça coûte 1 euro, ils peuvent vous le vendre à 20 €. Mon père, quand il était vivant, il m'avait dit, mon fils, tu vivras à une époque où même le venin sera vendu à prix cher. Et bien évidemment, nous y sommes arrivés. Même le venin est vendu à prix cher. Bon, voilà. Donc l'enjeu pharmaceutique. Deuxième enjeu de l'Amazonie, c'est l'enjeu agricole. Alors l'Amazonie n'est pas un territoire de production agricole. N'en déplaise aux abrutis qui nous servent d'écolos, la terre amazonienne n'est pas bonne pour le soja, n'est pas bonne même pour le bétail, elle n'est pas bonne pour le café. Voilà. C'est pas une terre, le climat de la terre, c'est pas bon. En plus, la logistique est très mauvaise en Amazonie, il y a plein d'eau partout, on n'arrive pas à faire de route, donc à quoi ça sert de faire du blé ou du soja ou de la canne à sucre si tu es à 2000 km du premier port? Voilà, juste le diesel va te bouffer tes marches. L'Amazonie n'est pas un pôle de production, c'est pas une frontière verte. Là où l'Amazonie est importante, c'est dans la régulation des écosystèmes aux alentours, que ce soit pour l'agriculture brésilienne, dont le régime des pluies dépend de ce qui se passe en Amazonie, ou de l'agriculture colombienne, ou même vénézuélienne, ou ailleurs, ou même du sud des États-Unis, parce que voilà, il se passe des choses en Amazonie qui sont tellement fortes. Enfin, l'Amazonie, les Andes et l'Atlantique, hein, les Andes qui montent à 8000 mètres, l'Amazonie qui a presque 4000 km d'extension, et l'Atlantique. Tout ça, il y a des courants, enfin voilà, je ne suis pas climatologue, mais vous m'avez compris, des choses qui se passent là-bas qui font qu'il pleut beaucoup à certains endroits. En Colombie, vers la côte Pacifique, il y a une frontière agricole, donc il y a une zone qui n'est pas encore exploitée sérieusement et qui pourrait l'être, où il pleut 10 000 millimètres par an. 10 000 millimètres. Chez moi au Maroc, quand il pleut 300 millimètres par an, on est content. Chez moi, à Lille, quand il pleut 500 millimètres par an, on tue les moutons, on fait la mchoui, on distribue la zakat, la baraka, tout ça. 500. En Colombie, dans la région, j'ai déjà oublié le nom, le Rio, c'est pas Aburra, peu importe. Je crois que c'est Aburra. Bon, peu importe, c'est vers le Choco, vers la province du Choco. Il y a 10 000 à 12 000 millimètres d'eau par an. Vous vous rendez compte? Le potentiel agricole et même le potentiel de captation d'eau potable.
Euh, donc, et ça, c'est pas l'Amazonie, là on est hors de l'Amazonie. Donc, effectivement, si l'Amazonie est dévastée, et ce risque existe, pas, ce risque existe, qu'elle soit dévastée ou très dégradée, c'est l'agriculture de ces pays-là qui sera impactée, pas l'agriculture française, c'est l'agriculture de ces pays-là. Ces pays-là, notamment le Brésil, qui sont le grenier de l'humanité. Le Brésil, déjà, avec son agriculture, il nourrit plus d'1,5 milliard d'individus. La Chine est nourrie par le Brésil en termes de jus d'orange, de soja, de sucre. Voilà. Donc, vous avez cet enjeu-là, et plus vous comment dirais-je, euh, les Brésiliens l'ont compris. Le lobby agricole brésilien, contrairement à ce que nous dit M. Macron, n'est pas peuplé de fascistes ou de malades mentaux. Ils veulent préserver l'Amazonie parce que c'est leur intérêt. Ceux qui dévastent l'Amazonie, ce que ne vous cache M. Macron, Mme Greta Thunberg ou M. Biden, c'est que ceux qui dévastent l'Amazonie, ce n'est pas les agriculteurs brésiliens, c'est la mafia. Et là, c'est le troisième enjeu je vais vous citer, c'est l'enjeu de la drogue. La mafia colombienne, brésilienne, paraguayenne, enfin, maintenant ce sont des mafias transnationales. Ces mafias-là, vénézuéliennes, tout ça, ces mafias-là, elles ont besoin de blanchir leur pognon. Parce qu'il n'y a pas plus simple que de vendre de la cocaïne, il y a des gens qui l'achètent, notamment à Paris ou au Brésil, deuxième marché au monde de la cocaïne. Cet argent-là, il faut le rentrer dans le circuit officiel, dans le système bancaire. Il n'y a pas mieux que de le blanchir dans l'agriculture, parce qu'une vache, ça n'a pas comment dirais-je, ça n'a pas de numéro d'inscription au registre du commerce, ça n'a pas de matricule, une vache. Donc, ils achètent des terrains en Amazonie, où ils intimident les Indiens, où ils envahissent des terres qui appartiennent à l'État brésilien, qui est un État relativement faible. De toute façon, l'Amazonie, elle est plus grande que l'Europe de l'Ouest. Donc, même un État comme la France ne pourrait pas contrôler l'Amazonie. Vous voyez tout le mal que vous avez en France à contrôler Vénissieux et Sarcelles. Mais imaginez le mal qu'a le Brésil, qui est plus pauvre que la France, à contrôler un territoire plus grand que l'Europe de l'Ouest. D'accord? Bon, donc les mafias envahissent les terrains ou les achètent, ils enlèvent la forêt. Ça coûte très cher d'enlever je crois qu'un hectare, c'est dans les 10 000 $ pour le déraciner entièrement avec des caterpillars, des tracteurs. Et là, ils mettent du bétail. Le bétail, comme il pleut beaucoup, tout ça, au bout de 6 mois, il est prêt. On l'emmène dans les abattoirs et c'est là que le bétail, quand il devient de la viande, qu'il reçoit une facture. Et là, vous avez votre argent qui a été blanchi. En cours de route, vous avez perdu peut-être 50%. Mais la mafia s'en fout. Quelqu'un qui gagne 1 million d'euros par jour s'en fout de perdre 400 000, 500 000 dans le blanchiment. Ce qui lui compte pour lui, c'est que à la fin de la journée, il a 500 000 € chez HSBC. C'est ça qui compte. Voilà, on n'est pas dans la même logique financière. La mafia, ce n'est pas le groupe Accor ou le groupe Sodexo ou le groupe Carrefour qui a des marges de 8%. D'accord? Donc ce sont ces gens-là qui envahissent, qui font l'essentiel de toutes les activités illégales en Amazonie. Parce qu'ils ne font pas que, la déforestation, le déboisement pour le bétail, pour laver l'argent. Ils font aussi qu'on appelle la minerie illégale. Ils recherchent les diamants, l'or, de manière illégale. Là aussi, parce que quand tu amènes une pièce d'or chez le bijoutier, tu as un certificat et là, ça y est, ça devient de l'argent licite. Ils font le bois, ils font le trafic du bois précieux. Pareil, quand le bois arrive chez le courtier, il reçoit un papier, il devient licite, ton argent a été lavé. Et là, on arrive à un autre enjeu, c'est l'enjeu des matières premières. Ce qui se passe en Amazonie, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qui pourrait se passer, enfin, ce qui se passe en Amazonie, ce qui pourra se passer demain en Amazonie, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. C'est-à-dire que l'Amazonie, comme le Congo, la région autour du Kivu, le Rwanda, est une région qui regorge de matières premières extrêmement rares, plein de métaux dont j'oublie le nom et qui servent pour l'électronique. Voilà. Donc évidemment, vous voyez, hein, la mafia s'intéresse, mais aussi les grands lobbies électroniques et les grands pays de ce monde, hein, des États-Unis à la Chine, en passant par l'Inde et tout ça. Voilà. Donc une fois qu'on a donné ces quelques enjeux, il y en a d'autres. Mais une fois qu'on a de ça, on comprend maintenant la logique des acteurs. Toi, tu es la France, tu es les États-Unis. Alors, je n'accuse pas la France, je n'accuse pas les États-Unis, j'accuse l'État profond. Hein. J'accuse l'État profond en France, l'État profond aux États-Unis, l'État profond en Russie, l'État profond en Chine. Comment tu vas aborder l'Amazonie? Tu fais deux choses. L'Amazonie brésilienne ou colombienne ou péruvienne, parce que finalement, l'écosystème, il s'en fout des frontières, hein, il est partout.
Il déborde sur tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais deux choses. D'abord, au niveau local, tu essayes de faire de l'ingérence. Comment? Par les ONG. Les ONG qui vont défendre des gentils Indiens ou qui vont défendre l'environnement en danger. Donc tu as une campagne permanente, 24 sur 24, de défense des Indiens. Comme si ces Indiens étaient des victimes. Or, ces Indiens sont des privilégiés. On ne vous le dit pas parce qu'on vous ment. Les Indiens du Brésil notamment échappent au code pénal. C'est-à-dire qu'un Indien, moi si je vais à Manaus, Manaus peut-être pas, mais si je vais dans les régions rurales d'Amazonie, l'essentiel de l'Amazonie, si je vais dans les régions rurales d'Amazonie, je me fais assassiner par un Indien, eh bien l'Indien n'ira pas en tôle. Il ira devant un tribunal indigène. C'est le terme utilisé. Tribunal indigène. Et le tribunal indigène, dedans siègent des juges indiens, de sa tribu. Voilà, je ne te dis pas le sectarisme, hein, je ne te dis pas l'universalisme, entre guillemets, de la chose. Et l'Indien risque pas grand-chose, il risque des peines indigènes. Hein, vous, en France, vous avez les travaux d'intérêt généraux pour absoudre la racaille, pour lui pardonner. Là, chez les Indiens d'Amazonie, ils leur font des choses là dans la tribu. Voilà. Pareil en Colombie. Là où tu as des réserves indigènes, tu as ce code pénal spécial. Parce qu'on estime, miracle de la gauche, pensée de gauche merveilleuse, on estime que les Indiens ne sont pas assez évolués pour comprendre le code pénal occidental. C'est ça, le séparatisme. C'est ça l'apartheid. Sauf que là, c'est fait au nom du bien, donc tout le monde applaudit. Donc ces Indiens ne sont pas des victimes. Bien sûr, de temps en temps, ils peuvent faire des mauvaises rencontres sur des mafieux qui peuvent effectivement leur faire du mal. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais là, ils ont l'État brésilien, colombien pour les défendre. Et puis, ils sont armés. Hein, on est dans des pays où les gens peuvent être armés. D'accord? Donc voilà, donc tu as des ONG qui s'emparent de ces territoires-là indigènes, enfin elles s'en emparent avec une fleur blanche en disant voilà, on va aider les femmes, on va aider les je sais pas quoi, les Yanomami, on va aider tout ça, on va faire du microcrédit. Tout ça c'est pour encadrer ces territoires-là qui sont déjà en sécession, je vous ai expliqué par le côté administratif, et voilà, qui échappent déjà au contrôle des autorités brésiliennes et colombiennes notamment. Moi, j'ai entendu des procureurs colombiens qui te disent qu'on ne peut pas rentrer chez les indigènes. Dans les réserves indigènes, l'armée colombienne n'a pas le droit de rentrer. Ou elle ne rentre que désarmée. C'est pas qu'elle a peur, c'est que c'est qu'elle applique la loi. Tu te rends compte ce que c'est? Imagine-toi en France, au Gévaudan, on dit voilà, on va faire une réserve d'indigènes français, c'est-à-dire de Français de souche. Les indigènes, c'est vous. Voilà, on va vous faire une réserve et la gendarmerie n'a pas le droit de rentrer chez vous. Tu te rends compte ce que c'est? Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs pays d'Amérique latine, du bassin amazonien. Donc voilà, les ONG profitent de ça. Deuxièmement, les ONG profitent évidemment du problème environnemental qui est réel. Elles l'exagèrent ou elles le tournent d'une certaine manière pour dire que, pour empêcher les autorités légitimes du pays, élues démocratiquement, Colombie, Brésil, Venezuela, enfin Venezuela, on peut s'interroger, mais quand même, d'intervenir, de faire des routes. Le Brésil ne peut pas faire de routes en Amazonie dans plein d'endroits parce que c'est des zones protégées. Il ne peut pas exploiter les métaux. Il ne peut pas exploiter telle ou telle fleur, tel ou tel arbre. Il ne peut rien faire. Voilà. Ce sont des territoires qui sont préservés, certes, mais qui sont préservés pas pour les beaux yeux de l'environnement, ils sont préservés pour une prochaine étape. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est c'est l'étape de l'internationalisation. Monsieur Macron l'a dit. Monsieur Macron l'a dit ouvertement. Il dit qu'il faudra s'interroger sur l'internationalisation de l'Amazonie. Il l'a dit. Donc ce n'est pas de la conspiration, voilà. Il l'a dit. Et comment tu vas internationaliser l'Amazonie? Eh bien, c'est en affaiblissant le gouvernement légitime du Brésil ou de la Colombie ou du Venezuela ou du Pérou ou de la Bolivie. C'est comme ça que tu internationalises. Comment on a internationalisé la ville de Tanger au Maroc? On a affaibli le sultan. Et on lui a dit, écoute, on te prend Tanger parce que tu n'arrives pas à t'en occuper, on te la prend, on va l'internationaliser. Comment on a internationalisé Singapour? En affaiblissant les Malaisiens. Comment on a internationalisé Macao? En affaiblissant les Chinois. Comment on a internationalisé Hong Kong? En affaiblissant les Chinois aussi. Voilà. Donc là, comment tu affaiblis les Chinois et les Colombiens, les Brésiliens et les Colombiens, pour ne citer que ceux-là? Eh bien, tu finances, tu appuies par la propagande tous les candidats véreux. D'où l'amour des élites françaises pour Lula. D'où l'amour des élites françaises américaines pour Gustavo Petro, qui est un candidat véreux de la gauche colombienne. Dès qu'un type est véreux, c'est-à-dire corrompu, ou bien véreux dans le sens incapable, incompétent, toxique,
eh bien, il est défendu par les élites occidentales. Il est défendu par Greta, il est défendu par Leonardo DiCaprio, qui défend Lula, il est défendu par Macron, par Madame Hidalgo, voilà. Évidemment, Macron, Hidalgo, Biden ne veulent pas le bien du Brésil, ne veulent pas le bien de la Colombie. Ils ont besoin de gouvernements faibles, incapables, impuissants, pour qu'ils ne puissent pas contrôler le territoire. C'est la politique allemande avec vous, la France. L'Allemagne de Mme von der Leyen, M. Scholz, Mme Merkel ne va jamais défendre Zemmour. Elle va toujours défendre Hidalgo, Macron, parce qu'ils ont vendu le match. Et puis même s'ils n'avaient pas vendu le match, ils sont tellement faibles et incompétents qu'ils ne peuvent pas contrôler votre pays. La monnaie, le Alstom, Technip, Fessenheim. Vous savez, c'est ça la géopolitique. Donc vous avez une campagne permanente contre Bolsonaro au Brésil ou contre la droite colombienne qui veut tenir le pays encore, qui veut le gérer, parce que c'est le seul moyen d'affaiblir le contrôle territorial. Vous voir ce que le parti de Lula a volé, les milliards de dollars qu'il a volés. Ce qui a une des conséquences du saccage du Brésil, des coffres publics brésiliens par le parti de Lula, c'est que le Brésil ne peut pas surveiller ses frontières, parce qu'il faut une frontière électronique. Tu ne vas pas mettre des barbelés en Amazonie. Il n'y a pas de terre, il n'y a que de l'eau. La mangrove, c'est des marécages. Puis il faut que les gentils crocodiles arrivent à traverser quand même. Tu ne vas pas miner la frontière. Il faut mettre des frontières électroniques. Il y a un système que les Brésiliens sont en train de déployer qui coûte la peau des fesses. Ils déploient 5 km par an. Vous savez combien il y a de frontières brésiliennes? Juste en territoire amazonien, 12 000 km, je crois, de mémoire. 12 000. Ils vont mettre un siècle pour le faire. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Le pognon a été volé par le parti de Lula. Pareil en Colombie. La Colombie est un pays qui a un potentiel énorme. Mais toujours les Occidentaux, les Russes aussi, les Chinois, hein, je ne fais pas de la fixette, je ne fais pas de la stigmatisation, ils vont toujours pousser les politiciens, les partis politiques, les lobbies qui vont affaiblir ces pays-là. Vous voyez en Colombie aujourd'hui, le pays est pris en main par l'ONU et par les lobbies occidentaux au niveau de l'accord de paix. On a obligé les Colombiens à faire un accord de paix. Enfin, le peuple colombien a dit non à la paix. Le peuple colombien ne veut pas pardonner les FARC, contrairement à ce que dit la presse française. Le peuple colombien a été consulté par référendum et a dit on ne veut pas de la paix, on ne veut pas pardonner aux FARC. Il a eu quand même la paix. Hein. Il a eu quand même l'accord de paix avec le pardon aux FARC. Là, vous avez l'ONU qui s'interpose en Colombie entre la police et les FARC. Les FARC qui ne sont pas démobilisés. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain réellement? Eh bien, on organise des corridors logistiques pour les FARC ou les mafias en général pour voler ce pays. Voler les matières premières, notamment le bois, voler la biodiversité, hein, tout ce que je vous ai parlé là, tout ce que vous ai dit des plantes pharmaceutiques, voler aussi le contrôle du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité territoriale aujourd'hui en Colombie. C'est-à-dire il y a des zones tampons entre la Colombie et l'Équateur, des zones tampons entre la Colombie et le Venezuela, des zones tampons entre la Colombie et le Panama. Quand un pays ne contrôle pas ses frontières, il n'a pas de douane, il n'a pas de rentrée fiscale, donc il est faible. Et dans ces zones tampons, qu'est-ce que tu mets? Tu mets des autorités concurrentes, dissidentes, qui sont les cartels mexicains, qui sont les FARC, qui sont X ou Y cartels de la drogue ou je ne sais quoi. Et donc tu organises la sécession. Demain, si le gouvernement colombien se comporte mal, la province du Cúcuta, par exemple, vers le Venezuela, demandera son indépendance. Et elle aura tout l'armement du monde, hein, grâce à la drogue. Elle aura tout l'armement du monde, elle aura même toute la propagande de France 24 et de RFI et de CNN, grâce à ce que je viens de vous expliquer. Tout ce qui affaiblit les autorités centrales, les autorités légitimes, est promu par nos élites corrompues et véreuses. Voilà, j'ai essayé, je ne prétends pas faire une analyse géopolitique très complète de l'Amazonie, hein, mais je pense que ce que je vous ai fourni là, les 3 ou 4 éléments, permettent d'éclairer le débat. Et puis, posez-vous quand même des questions. Si la forêt tropicale est si importante que ça, pourquoi il n'y a pas une campagne permanente aujourd'hui contre le gouvernement de Côte d'Ivoire qui dévaste sa forêt? Les Ivoiriens ont dévasté le 9/10 de la forêt tropicale ivoirienne, les 9/10 depuis l'indépendance. Pourquoi il n'y a pas une campagne aujourd'hui contre M. Kagame du Rwanda qui dévaste la forêt, contre les Congolais de RDC qui dévastent la forêt? Pourquoi il n'y a pas une campagne pourquoi Greta Thunberg ne va pas emmerder les Malaisiens et les Indonésiens qui dévastent la forêt?
Vous voyez bien que le problème, c'est pas la forêt. Pourquoi on n'emmerde pas, m'excuse de parler familièrement, les Sénégalais qui dévastent la forêt de Casamance, les Guinéens de Guinée-Bissau qui dévastent la forêt. Après tout, ces forêts-là produisent de l'oxygène aussi. Elles absorbent du CO2. La campagne est juste sur l'Amazonie, pour les raisons que je vous ai expliquées. Allez, à demain.